va s'attarder aujourd'hui sur un sujet qui, me semble-t-il, est très important. Ceux qui me connaissent savent que j'en ai fait mon cheval de bataille pendant plus de 10 ans sur les associations professionnelles. À quoi servent-elles? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument avec des associations professionnelles? C'est ce que ça va être l'objet de notre débat cet après-midi. Et ensuite, bien entendu, le micro va tourner et vous pourrez vous exprimer et poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, je vais présenter les personnes les unes derrière les autres parce que normalement, il y a un slide qui présente tout le monde. Donc, à ma droite immédiate, Géraud Cambournac, qui est le président de l'AFIB, l'Association française des intermédiaires bancaires. Un peu plus loin, Nathalie Beaudemoulin, qui est la responsable des contrôles à la CPR. Michel Fleurier, qui est responsable de président de l'ANACOFI IOB, donc association professionnelle d'IOB, comme tout le monde. Je suis désolé, je n'ai pas votre nom. Voilà, vous allez voir, ça va être plus simple. Christelle Molin-Mabille, présidente de la CNCEF Crédit. Voilà, le CNCEF, je savais, c'était le nom, je suis désolé. Et Philippe Taboret, qui est le président de l'APIC, l'Association professionnelle des intermédiaires de crédit. Là, vous avez les associations principales qui sont reconnues, qui sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Et on va en parler tout à l'heure, des pouvoirs publics, avec une volonté très forte aujourd'hui des pouvoirs publics de mettre très en avant ces associations professionnelles afin qu'elles puissent concourir à ce que les IOBSP, les intermédiaires d'assurance, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ils sont aussi dedans, aient un comportement vis-à-vis du consommateur sans faille et surtout dans le plus grand respect de l'intérêt du consommateur. Aujourd'hui, faire partie des associations professionnelles, c'est plus qu'essentiel. Pourquoi? Parce que les décrets changent, les lois changent, évoluent. Et avec ces lois et ces décrets, les obligations de l'IOBSP évoluent. Et on se rend compte aujourd'hui encore, quand on discute avec des IOBSP, que quelquefois, ils tombent des nues quand on leur explique des choses qui nous paraissent, nous, essentielles et simples. Un service de réclamation, un service de médiation. Comment faire pour que le consommateur soit informé de la façon qu'il a, de le pouvoir qu'il a de saisir un médiateur. Voilà, toutes ces petites choses, c'est effectivement les associations professionnelles qui le transmettent. Alors, puisqu'on a 4 associations professionnelles avec nous, je vais donner la parole en premier à une dame, parce que c'est la moindre des choses, donc je laisse le nom de côté. Et elle va pouvoir nous expliquer quelle est la spécificité de son organisation. Bonjour à tous. La CNCEF Crédit, je pense que sa spécificité, c'est que nous sommes organisés en collège, c'est-à-dire que dans le conseil d'administration de la CNCEF Crédit, nous avons un intervenant métier sur chaque métier, donc le RAC, le rachat de crédit, le crédit immobilier, le crédit entreprise, le crédit professionnel. Et en fait, nous sommes tous des pratiquants sur le terrain, ce qui fait qu'on peut faire remonter les problématiques qui peuvent exister dans la pratique. Voilà la spécificité, je pense, de la CNCEF Crédit, et on est là pour vous accompagner de l'immatriculation jusque pendant toute la vie de votre activité de courtier. On fait simple ou voilà. Bonjour à tous. L'APIC a été fondée en 2010 après la crise des subprimes et la volonté d'autoréguler les professions bancaires et d'intermédiaires, bien évidemment. Et nous avons, à l'époque, réuni les grandes enseignes du courtage en crédit immobilier pour pouvoir intervenir sur cette réglementation IOBSP. Depuis lors, on nous reproche toujours d'être l'association des gros courtiers. C'est totalement faux, puisque 120 enseignes aujourd'hui adhèrent à l'APIC, avec une volonté, bien sûr, de porter une profession
dans l'esprit de chacun, comme étant maintenant une nouvelle profession qui a toute sa raison d'être dans le paysage de la distribution des crédits ou de l'intermédiation bancaire en France, mais également d'intervenir avec poids auprès des pouvoirs publics pour éviter effectivement de se laisser piéger dans des réglementations qui nous empêcheraient de faire du commerce. On est là pour, bien évidemment, défendre une profession auquel on est attaché et lui permettre de se développer, mais c'est grâce à l'adhésion de toutes les enseignes que nous avons les moyens d'y travailler. Juste une petite précision, on reviendra sur les détails. Je rappelle que dans nos associations, en tout cas pour la PIC, je laisserai parler les autres, nous sommes des bénévoles, c'est-à-dire qu'on travaille aux intérêts d'une profession sans aucun autre intérêt que celui de faire évoluer le métier. Bon, puisque j'ai l'esquimau, je continue. Donc Michel Fleurier, l'Anacofi et OBSP. Donc notre association est au sein d'une confédération qui s'appelle l'Anacofi, avec une organisation transversale de tous les métiers de l'intermédiation financière, bancaire et assurantielle. Notre association regroupe 1200 adhérents avec des activités diverses qui sont quand même essentiellement le courtage en prêt immobilier. Mais on trouve des professionnels qui font du financement pro et également les IOB ne sont pas que des intermédiaires en crédit, mais ils sont également des intermédiaires sur des produits bancaires de placement. Même si on en a très peu, nous avons quelques adhérents qui exercent cette activité. Voilà, nous avons une structure avec donc globalement 35 collaborateurs et 15 administrateurs. Et dans les collaborateurs, nous avons 4 juristes à disposition et également un centre de formation intégré, car il y a maintenant, depuis cette année, des obligations de formation, mais nous avions anticipé cela, car nous considérons que l'intermédiaire indépendant doit avant tout se maintenir à niveau, et nous avons toujours privilégié la formation professionnelle. Alors, on n'est pas une association. L'ACPR, c'est une autorité indépendante qui est adossée à la Banque de France. On est un secrétariat général formé par des agents essentiellement de la Banque de France. On est à peu près 1100. Et on a un collège de l'ACPR, donc pour les IOBSP, le collège banque, qui est la cour de justice, si vous voulez, des établissements et qui est composé en partie d'anciens professionnels du secteur. Et donc, dans ma direction, on est à peu près 80 personnes. Et dans ces 80 personnes, j'ai une équipe de contrôle dédiée aux intermédiaires de 25 personnes à peu près, qui s'occupe des intermédiaires assurance-banque. Et donc, on fait aussi appel aux succursales de la Banque de France en province pour faire des contrôles sur les intermédiaires. Bonjour, Géraud Cambornac, donc je dirige la FIB depuis un peu plus de 5 ans. La FIB est une association professionnelle créée en 1997, historiquement par des acteurs du regroupement de crédit. La FIB s'est réorganisée en 2008 pour devenir syndicat professionnel. Historiquement, regroupement de crédit. À l'heure actuelle, nous comptons environ 265 adhérents, 2 tiers en rachat de crédit, 1 tiers en prêt immobilier. À noter également dans les chiffres que la plupart de nos adhérents sont des petites structures entre 1 et 5 salariés. Les spécificités de la FIB, un petit peu comme l'a dit Philippe tout à l'heure, c'est qu'elle est composée d'un conseil d'administration qui sont des IOB qui rendent service à titre bénévole en prenant du temps donc, sur leur travail professionnel. Chez nous, un adhérent égale une voix. Que vous ayez 100, 200, 300 salariés ou que vous soyez seul, vous avez le même nombre de voix lors des assemblées générales. Autre spécificité, nous offrons évidemment un service médiation. Vous savez que c'est obligatoire depuis 2015. En plus de ça, nous avons négocié des tarifs privilégiés pour l'ARC Pro, pour de la formation. Et enfin, dans le cadre de la cotisation annuelle, est incluse une protection juridique qui peut vous couvrir sur tous les risques avec des confrères, avec des clients, avec des associations de consommateurs, qui peut vous assister en cas de contrôle ACPR, contrôle URSSAF, etc. Merci mesdames, merci messieurs. Vous avez compris
avec ce que vient de dire chaque personne, l'intérêt qu'il peut y avoir à adhérer à une association professionnelle. Pour l'instant, l'adhésion est tout à fait facultative. C'est-à-dire que chacun peut se dire j'ai envie d'adhérer ou non, j'ai pas du tout envie, et puis après tout, on verra bien. Je me suis battu pendant des années pour dire que ce n'était pas une bonne idée. Parce qu'encore une fois, l'information est telle et est tellement rapide qu'il faut absolument, et c'est impératif, être informé en temps réel. Parce que derrière, vous avez entendu, il y a 25 personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est de venir vous contrôler parce que vous n'avez pas respecté les dernières dispositions. Bon, j'exagère beaucoup, hein, j'en suis conscient, mais bon, je veux juste forcer le trait parce que c'est ça la problématique. Malgré tout, l'ensemble des acteurs, des professionnels et l'ensemble des pouvoirs publics ont constaté qu'il y avait trop de dérives. Trop de dérives parce que, encore une fois, pas assez d'adhésion. J'ai le redoutable honneur d'être administrateur de l'ORIAS. Allez voir le nombre d'intermédiaires en opérations bancaires qui sont à l'ORIAS. Et j'ai entendu parler de 165 ou 125 personnes à la PIC. Bon, allez, un petit millier à vous tous. Allez, d'accord, hein, mais enfin, si je regarde bien les intermédiaires, alors c'est ce que je voudrais voir, moi, c'est les IOB. Ouais, courtier 6903 et mandataire 10 006. Et les MIOB, 12 000. Vous voyez l'énorme différence qu'il y a entre le nombre d'acteurs et ceux qui sont réellement informés en temps réel. Eh bien, ce décalage ne peut plus durer. Et c'est ce que se sont dit les pouvoirs publics. Et donc aujourd'hui, depuis 1 an, nous sommes en discussion avec la DG Trésor, tout le monde, hein, toutes les associations présentes, avec la DG Trésor, sous le contrôle de la CPR, pour qu'on rende obligatoire l'adhésion à une association qui sera agréée par la CPR. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ces conditions, la CPR sera certaine que l'information redescendra. Puisque l'ORIAS, encore une fois dont je fais parénie, aura pour mission, au moment où il vous donne la capacité de travailler, d'être inscrit à l'ORIAS, eh bien, il y aura l'adhésion à une association agréée. Et si vous n'êtes pas adhérent, vous n'aurez pas de numéro ORIAS. Simple, efficace. Bon. Il va falloir s'y préparer, parce qu'il y a eu un raté là, parce que normalement ça devait passer dans la loi Pacte, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais ça a été refusé par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ça n'avait rien à faire dans la loi Pacte. Mais je vous rassure, les discussions sont toujours en cours. La DG Trésor, qui est représentée par M. Leonel-Corre, a la volonté forte d'y arriver. Alors, ça ne sera pas au 1er janvier 2020, ça sera très certainement au 1er janvier 2021. C'est demain, hein? Enfin bon, voilà. Ça veut dire qu'il va falloir vous préparer à devoir adhérer à une association et vous allez devoir choisir parmi celles qui seront agréées. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire lesquelles seront agréées, même si j'ai quand même de fortes présomptions sur ceux qui sont aujourd'hui sur l'estrade, mais ça sera de la responsabilité exclusive de la CPR qui va recevoir les dirigeants, qui va regarder leur budget prévisionnel, parce qu'il y a un budget prévisionnel, qui va regarder surtout les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour assurer cette... j'arrive pas à trouver le mot. Oui, voilà, la représentativité, où l'ascenseur sera parfaitement descendu. Bien. À partir de là, la CPR va agréer société pour un temps limité. Et ensuite, il faudra renouveler cet agrément régulièrement. Donc ça sera à vous de vous dire, j'ai envie plutôt d'être à la PIC, j'ai envie plutôt d'être à la COFI IOB, plutôt d'être à la FIB, ou plutôt d'être au CNCEF Crédit. Ou peut-être d'autres qui vont arriver entre-temps. Voilà.
Ce sera à vous de savoir ce que vous allez pouvoir en tirer. Maintenant, il faudra bien comprendre que d'une association où aujourd'hui c'est plutôt bon enfant, cette association aura des pouvoirs. Elle aura des pouvoirs de contrôle et elle aura des pouvoirs de sanction. Si les personnes ne respectent pas ce qui sera prévu, en particulier par la CPR. C'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'il y ait la CPR aujourd'hui, parce que tout ce que je vous raconte, vous pouvez toujours dire, bon, c'est bien ce qu'il nous raconte, voilà, mais bon, là, on a la CPR qui va pouvoir nous le confirmer, ou l'infirmer, ou mettre des petites parenthèses là où j'en ai pas mis. Donc, je vais redonner la parole à Nathalie Beaudemoulin pour qu'elle nous parle de cette partie essentielle de ce qui va arriver dans l'année qui vient. Merci. Donc c'est vrai qu'à l'initiative de la DG Trésor, il y a eu des discussions assez intenses dans le but de créer ces associations professionnelles. Le sujet s'est d'abord situé sur les associations professionnelles représentatives des intermédiaires en assurance, dans un premier temps. Et ensuite, il a été décidé d'incorporer à cette réforme les IOBSP. L'idée, c'est d'avoir un modèle un peu, grosso modo, le modèle qui existe pour les conseillers en investissement financier, qui adhèrent obligatoirement à des associations professionnelles qui sont elles-mêmes sous le contrôle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a un contrôle de l'AMF et il y aura un contrôle de la CPR, à la fois sur les associations, mais aussi directement sur les IOBSP eux-mêmes. Ça ne va pas empêcher le contrôle qu'on exerce aujourd'hui directement sur les IOBSP. Donc le pourquoi de cette volonté de réforme, c'est vraiment de structurer davantage la profession, pour pouvoir en effet mieux faire face aux exigences réglementaires, toujours dans le but de la meilleure protection du client. Donc de monter en qualité à ce niveau-là, que ce soit sur les conditions d'accès ou les conditions d'exercice de la profession, notamment la formation continue par exemple. Et puis on a vraiment aujourd'hui en effet un gap de contrôle puisqu'on a un nombre d'acteurs très important. On a 30 000 IOBSP sur 62 000 intermédiaires en France. Et vous voyez avec les moyens que l'on a, c'est absolument difficile de contrôler cette profession. Donc on n'est pas non plus dans l'optique de vouloir tout contrôler. L'idée, c'est que aussi les professionnels sont responsables d'appliquer les règles et donc les diffusent grâce à ces associations. Le comment, c'est le fait de confier des missions spécifiques à ces associations professionnelles qui seront donc à adhésion obligatoire si le projet voit le jour, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, le dispositif législatif n'est pas passé et n'a pas pu être finalisé dans la loi Pacte. Donc c'est toujours avec des si. Donc les missions, ce serait de faciliter le recours à la médiation en proposant notamment un médiateur. Il y aurait des contrôles sur les exigences et les conditions d'accès à la profession. Donc l'honorabilité, les compétences professionnelles, les différentes garanties qui doivent être souscrites. Il y aurait des missions qui seraient confiées quant aux vérifications en matière de formation initiale et continue. Il y aurait aussi donc dans ces associations des instances de sanctions qui seront assorties d'une gouvernance adéquate, spécifique, c'est-à-dire un collège séparé où il y aurait une capacité à délivrer donc des sanctions pour les acteurs qui contreviendraient aux règles dont les associations doivent assurer le respect. Je précise que sur un certain nombre de sujets, les associations n'auront pas compétence. Par exemple, sur tout ce qui est, de manière globale, je vais l'appeler le devoir de conseil vis-à-vis du client. Ça, c'est des missions qui restent directement confiées à la CPR. Donc, il y aura aussi, dans les textes, s'ils voient le jour, un devoir de vigilance des associations qui vont observer le marché, les pratiques et alerter les acteurs et la CPR s'ils voient des dérives importantes sur le marché de manière à ce qu'on puisse réagir. L'idée, ce n'est pas non plus d'être dans une logique de tout contrôler, c'est vraiment aussi de progresser ensemble avec ces associations, avec les acteurs. Et pour nous aussi, c'est très intéressant dans notre dialogue de pouvoir disposer, si vous voulez, de personnes avec qui parler et diffuser nos messages. Parce que Jean-Bernard a humoristiquement mis en exergue les contrôles que l'on fait, mais on n'est pas juste une instance de contrôle, nous, à la CPR. On essaye aussi de faire progresser le marché en diffusant des messages, des recommandations, des bonnes pratiques. Et ça, je dirais, c'est même plus important parce que c'est une action préventive. Et quand on est dans la sanction, on est dans le curatif, c'est aussi que, globalement, c'est un échec quand même.
Donc on y va, on a des sanctions, mais on préfère quand même l'action préventive. Et donc avec des professionnels regroupés en association, on aura des personnes à qui parler plus directement et qui pourront relayer les messages. Avant de vous donner la parole pour les diverses questions, juste je voudrais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui, la CPR, quand ils font un contrôle, ils vont contrôler principalement le patron de l'entreprise, sa formation initiale, sa formation continue. Ils n'ont, c'est peut-être une question de temps, et je pense que c'est une question de temps, assez peu la possibilité, le temps de contrôler les salariés. Voilà. Et ça sera le rôle des associations. Ça veut dire que le contrôle, en tout cas, surtout sur ces obligations d'accès à la profession, sera beaucoup plus drastique. Au bien-être de la profession, d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, on a tous besoin d'une concurrence loyale. Et quelqu'un qui n'est pas soumis ou qui ne se soumet pas aux obligations devient un concurrent déloyal pour celui qui fait l'effort de s'y soumettre. Je vais redonner la parole à chacun, si vous voulez dire quelque chose. Et puis ensuite, eh bien, la parole sera à vous. Et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai comme l'impression que c'est surtout Nathalie qui aura le plus de questions. Mais bon. Merci à Jean-Bernard. Une petite précision, c'est 125 enseignes qui adhèrent à la PIC, soit un peu plus de 3500 adhérents. Merci. Juste une précision. Alors, la PIC n'était pas pour cette réforme d'autorégulation de notre profession. Notre rôle en tant qu'association n'étant pas pour nous de faire du contrôle, mais de l'accompagnement. On va s'y soumettre puisque je pense que la loi va passer. D'une manière ou d'une autre, elle passera et que nous aurons cette contrainte. Alors, cette contrainte, je considère qu'on doit la prendre comme une force. Pour moi, le fait d'être dans un métier autorégulé veut dire qu'on est dans une maturité de marché et que les courtiers sont en train de définitivement s'imposer sur le marché de la distribution de crédit en France. Aujourd'hui, un tiers de part de marché, demain 50%, c'est ce qu'on vise, nous impose aussi de la rigueur et des obligations. Une responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Alors, ce n'est pas ce qui me plaît le plus dans ce métier. Je préfère être auprès de mes clients que faire du contrôle de police dans les agences pour voir si les formations et autres ont bien été distribuées. Mais pour autant, ça notifie vraiment, je crois, l'effort que nous devons tous produire pour nous mettre au niveau, ces obligations. C'est des obligations documentaires, d'information du client, de formation et de compétences et de rigueur de travail. C'est compliqué. On sait qu'on a les banques sur le dos en ce moment qui nous cherchent des noises, mais c'est aussi une preuve qu'on est en train de s'imposer. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour une seule raison à cette tribune, c'est de vous demander de venir adhérer, ne pas attendre que cette obligation vous soit forcée, mais venir adhérer dès maintenant pour qu'on commence à travailler ensemble, discuter, pouvoir monter des délégations régionales pour connaître vraiment les problématiques et travailler ensemble, enfin, à l'évolution définitive de cette profession comme un métier définitivement reconnu. Merci. Je rejoins tout à fait Philippe Tabouret dans le sens où le métier a besoin d'une professionnalisation. Et je pense que, non pas l'autorégulation, parce que si je me souviens bien, Bercy préfère parler d'accompagnement. Et en fait, c'est d'accompagner vous, acteurs du métier, mais moi-même, quand je suis face à mes clients, pour qu'on puisse respecter le consommateur, le protéger et lui apporter les meilleurs conseils qu'il soit pour qu'il puisse être satisfait de nos prestations. Aujourd'hui, à la CNCEF, on l'a connu grâce à ce que vous disiez, l'obligation d'adhérer à une association agréée par l'AMF pour les conseillers en investissement financier. On s'est aperçu que cette obligation a fait que la profession devenait encore plus professionnelle, c'est-à-dire plus respectueuse des réglementations. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il peut apporter, et je vous rejoins. Aujourd'hui, c'est vous dire, pas d'attendre 2021, hypothétiquement, mais de venir adhérer à une association, quelle qu'elle soit, pour qu'on puisse faire remonter et qu'on puisse savoir ce qui se passe sur le terrain et comment on peut vous aider au mieux pour pouvoir vivre. Excuse-moi, Gerbert, juste une toute petite précision. Quand on parle de capacité à donner du conseil, on sait tous le faire. On est des courtiers, on sait conseiller un client, l'accompagner, le mener à bien dans sa mission de recherche de crédit.
Il ne s'agit pas de ça, on parle juridiquement. La directive européenne s'est saisie de la notion de défense du consommateur. Et c'est juridique, c'est purement juridique. C'est de la documentation, c'est de devoir d'information, devoir de conseil, etc. C'est vraiment sur des notions tout à fait rigoureuses. Et cela, pour ça, moi j'ai découvert tout ça depuis que je suis à la présidence de la PIC. Je peux vous assurer que c'est vraiment un autre monde dans lequel on n'est pas habitué à avancer et sur lequel on a besoin d'accompagnement. Donc c'est vrai que le réglementaire, en fait, c'est une vraie contrainte dans nos métiers. Et ça, je vous rejoins complètement. Et c'est vrai qu'il faut que ce soit au service de notre business et pas forcément qu'une contrainte pour pouvoir travailler correctement. Et je passe la parole. Merci. Donc je souscris parfaitement à ce qui a été dit par mes deux confrères. Donc je ne vais pas répéter la même chose. Je rebondirai simplement sur ce qu'a dit Jean-Bernard tout à l'heure, concernant la descente de l'information par le biais des associations. Alors j'irai un petit peu plus loin. Ce n'est pas simplement la descente de l'information, c'est surtout le décryptage qui est important. Parce que tout a été dit, tout est complexe. On a tous, et surtout dans les petites structures, donc notre syndicat est organisé aussi de petites structures. Donc quand on a la tête dans le guidon du matin jusqu'au soir, et qu'on nous annonce, parce que l'information, on les a par les réseaux sociaux, par les organes de presse, etc. Mais après, comment on la met en pratique? Donc c'est ça qui est très important. Et il n'y a qu'en étant accompagné dans une structure syndicale, une structure professionnelle, qu'on peut en avoir le décryptage, la vision claire. Voilà, comment on va l'adapter. Encore une bonne nouvelle, juste une précision, ne sont concernés par ce projet de loi que les courtiers et leurs mandataires. Donc les mandataires exclusifs ou les mandataires non exclusifs ne sont pas concernés par cette loi. Ça peut rassurer certains. Deuxième point sur les adhésions. Philippe a raison. Si la loi passe au 1er janvier 2021, tous ceux qui n'auront pas leur attestation d'adhésion à une association professionnelle le 28 février 2021 n'auront pas le renouvellement de leur ORIAS, ne seront donc plus à même d'exercer l'activité. Ce qui signifie que si vous vous réveillez le 2 janvier pour adhérer à une association professionnelle, nous serons tous incapables de faire adhérer 6, 7, 8, 9, 10 000 codes en 2 mois. C'est matériellement impossible. Donc à la FIB, on a prévu des adhésions dès qu'on aura notre agrément de la CPR, j'espère courant été 2020, avec une gratuité pour les 6 mois 2020. Mais pour qu'on soit en mesure de vous délivrer votre attestation d'appartenance à une association avant la fin de l'année, pour que vous puissiez renouveler votre ORIAS très rapidement début janvier. Petite précision également concernant les contrôles, les associations ne seront pas amenées à faire des contrôles sur place, c'est-à-dire dans vos cabinets. Les contrôles que nous ferons le seront à partir des documents que vous allez uploader sur le logiciel sur lequel on est en train de développer. On va être en quelque sorte une nouvelle ACPR, si je peux me permettre de plagier. On va évidemment vous accompagner dans l'exercice de vos fonctions. On va être amené à vous contrôler, donc sur pièce. On va donc vous prévenir, faire de la prévention. Et en cas, après toute une procédure d'instruction de votre dossier pour les réfractaires, on pourrait être amené à vous radier. Donc on aura une autre ACPR, pour plagier un petit peu. Alors, justement, donc il y a des champs de compétences assez précis qui vont être définis pour ces associations. Je les ai rappelés tout à l'heure. Et donc, je voudrais revenir sur un sujet qui m'est cher, qui est le champ de compétences de l'ACPR. Quand moi, je lance des contrôles chez vous, directement chez les IOBSP, et ce qu'on veut regarder en priorité aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient chez vous, on passe pas mal de temps sur les conditions d'accès à la profession, la garantie financière, la capacité professionnelle, etc. Ça, j'aimerais que ce soit des sujets qui soient réglés, qu'on puisse passer à autre chose. Et moi,
Donc je vois là une aide en fait des associations professionnelles sur ces sujets-là. Parce que moi, mes équipes, j'ai envie qu'elles se concentrent sur la relation que vous avez avec le client et comment vous travaillez avec ce client. Et là, je vous donne mes points d'attention puisque je ne suis pas venue pour rien, hein. Donc le premier point, c'est que j'aimerais des progrès dans l'information précontractuelle sur les frais et les rémunérations des IOBSP. Je trouve que les informations sur ce sujet sont données trop tard aux clients et de manière pas assez détaillée. La deuxième chose, c'est que le recueil des besoins du client n'est pas suffisamment étayé. Donc on n'a pas souvent des questionnaires clients détaillés et complets qui sont remplis et ça ne permet pas de justifier toujours d'un conseil efficace en cohérence avec la situation financière du client. J'ai vu notamment des dossiers de contrôle sur des courtiers qui font du regroupement de crédit, par exemple, sur lesquels il n'y avait pas assez d'informations données aux clients sur les impacts financiers du regroupement de crédit. Enfin, bien évidemment, il y a un devoir de conseil qui est renforcé pour les courtiers, avec le fait de proposer plusieurs offres bancaires de manière nominative et de bien justifier les raisons qui ont motivé le conseil délivré aux clients pour qu'on soit certain que l'offre qui a été proposée et retenue est en adéquation avec ses besoins tels qu'il les a exprimés. Donc là, je suis plus sur des choses core business, si j'ose dire, mais c'est simplement pour vous dire sur quoi on porte notre attention dans le cadre du programme de contrôle qu'on est en train de définir pour l'année à venir. Je vais avoir le mot de la fin avant de vous passer la parole. J'imagine que vous l'avez bien entendu. Il y a un maître mot dans tout ce qu'on a dit, c'est le mot accompagnement. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les associations présentes ici, les 4 associations, sont là pour essayer de faire un accompagnement maximum pour vous éviter les désagréments lorsqu'on n'est pas accompagné. Voilà. Donc retenez ça, adhérez pour pouvoir être accompagné dans de très bonnes conditions et ça se passera d'autant mieux avec l'autorité de régulation si vous êtes contrôlé. À vous la parole. Comment peut-on obtenir l'ORIAS si on n'est pas capable, on n'a pas la capacité professionnelle? Je ne comprends pas pourquoi vous contrôlez les courtiers, comment vous arrivez à trouver en fait des défauts de capacité professionnelle, alors que le premier garde-fou, c'est quand même l'ORIAS quand on s'inscrit à justifier de cette capacité professionnelle. Le gérant, le président et les salariés, ils ne sont pas dans le scope de l'ORIAS, par exemple. C'est justement pour les salariés, donc voilà, pour les ça salariés, les employés. D'accord, voilà. ok. Ça en fait partie. Merci pour vos interventions. Alors moi j'ai une question de fond sur la capacité à exercer librement ce métier. Moi aussi la réglementation du métier me semble essentielle comme les professions précédentes d'assurance, de placement. Moi, je suis un petit peu inquiet comme quelques courtiers je crois aujourd'hui sur la manière dont se structure l'activité. On a parlé ce matin d'opposabilité du mandat notamment pour pouvoir défendre notre client et aussi dans la liberté économique des acteurs finalement indépendants ou petits courtiers à pouvoir avoir une vraie analyse objective et indépendante. On a parlé de cette capacité à avoir plusieurs propositions à donner à notre client, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe derrière tout ça qui est assez négatif et sur un marché qui semble un petit peu s'orienter, se structurer quelques gros acteurs. Et donc j'aimerais savoir comment les associations et finalement la SCPR va pouvoir à nous accompagner dans cette mission. Alors, on intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics. Avec Jean-Bernard à la FIB et Philippe était présent, on l'a fait sur le taux de l'usure, qui est un réel problème aujourd'hui. Donc on se bagarre, mais il faut savoir qu'on a en face de nous des associations de consommateurs qui hurlent dès qu'on veut toucher au taux de l'usure. Il a encore baissé ce matin pour ceux qui sont concernés. Vis-à-vis des banques, regardez autour de vous ici, il n'est pas une banque en prêt immobilier. Et vous avez parallèlement un lobby qui est fait de la part de la fédération bancaire, qui fait qu'on a beau leur dire ce qu'on veut, il ne se passe rien. Donc sur l'opposabilité du mandat, la banque ne va pas vous dire « je refuse d'étudier le dossier parce qu'il vient d'un courtier ». Effectivement, elle n'a pas le droit. Mais ce qu'elle peut faire, et ce qu'elle ne se gêne pas de faire, c'est qu'elle prend le dossier,
Et 30 secondes après, elle vous le refuse. Mais comme elle n'a pas motivé son refus, la question est réglée. Donc on se bagarre auprès des différentes institutions, que ce soit auprès de la Banque de France pour le taux de l'usure. On essaie d'avoir des banques, mais comme je viens de vous dire, elles sont absentes aujourd'hui. Donc c'est très difficile d'avoir une attache avec eux. Je trouve que votre question est très pertinente parce qu'elle reflète parfaitement toute la problématique du métier aujourd'hui pour les structures que j'appellerais le courtage de proximité. Et là, il est vrai que j'estime, là je n'engage pas mon association, mais c'est mon point de vue tout à fait personnel, que le statut des IOBSP, c'est le plus mauvais des statuts d'intermédiation. Et que si les pouvoirs publics ne se décident pas à le toiletter, on va vers la disparition des plus petits acteurs au seul profit des grosses structures. Donc ce qui serait dommage, je ne pense pas qu'à l'origine le législateur ait voulu faire un système privilégiant que des grosses structures, je ne pense pas. Le rôle du courtier de proximité proche de son client, qui est vraiment dans le conseil, a du mal à exercer son activité de par la position des banques sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, et à chaque fois aussi bien le régulateur que le ministère nous répondent, on ne peut pas obliger, et c'est exact, on ne peut pas obliger les banques, hein, ça fait partie de leur offre commerciale de travailler avec des courtiers. Et concernant l'opposabilité du mandat, il est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de travailler avec un courtier avec une convention, ça c'est écrit dans le Code monétaire et financier. Donc le courtier est légitime s'il se présente avec le mandat de son client. Seulement les banques se retranchent derrière le fait qu'il y a un avis de la CPR qui remonte à novembre 2013 ou quelque chose comme ça, qui dit que les banques doivent intégrer dans leur procédure interne le risque inhérent à la collaboration avec des courtiers. Donc elle se retranche derrière cela et en disant oui, mais là il va falloir peut-être remuer un petit peu les choses, remettre les choses à plat, mais dans la pratique ça devient insupportable. Parce que les banques suppriment des conventions, certes, elles peuvent le faire, pourquoi pas, parce qu'elles ne veulent plus rémunérer pour X raisons, mais par contre qu'elles ne reconnaissent pas un courtier qui a respecté ses obligations professionnelles, qui est inscrit à l'ORIAS, qui fait ses formations, qui arrive, qui est mandaté par son client, et elle ne lui donne même pas l'heure. Donc, je veux dire, c'est une situation que je trouve insupportable et pour laquelle nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, enfin, c'est un sujet qui nous a aussi été remonté et qu'on regarde après. Voilà, enfin, ça a été dit d'ailleurs, il y a quand même aussi la liberté de choix des acteurs pour savoir avec qui ils veulent travailler. Mais je pense qu'au-delà de ça, mais ce point est important, on va le regarder à nouveau, je pense aussi que vous êtes une profession qui est extrêmement éclatée. Et donc, vous n'avez pas finalement d'instances représentatives assez fortes pour dialoguer sur ces sujets. Là, on est là sur un sujet de place, si vous voulez. Et je pense qu'avec des associations, ce sera un petit peu plus facile pour nous et pour les pouvoirs publics. Hein. Nous n'avons pas de pouvoir réglementaire, hein, par exemple, de dialoguer sur ce type de sujet assez important. Après, je ne me prononce pas sur le fond du problème. Hein. Il y a aussi un problème de libre choix des acteurs, mais bon. Et de marché. Voilà, ça, c'est un sujet un peu plus complexe. Mais je pense que, en tout cas, chez nous, à la CPR, on n'a pas de position pour les gros contre les petits. Nous, on est agnostique de ce point de vue-là. On pense que c'est bien qu'il y ait une diversité des acteurs et des acteurs qui soient physiquement proches des clients, des acteurs plus digitaux aussi, parce qu'on n'a pas parlé aussi de la vague digitale et la vague d'innovation qui irrigue votre secteur. Mais vraiment, on est pour une diversité des acteurs, pour autant que les règles soient respectées et que petit ne veuille pas dire qu'ils ne respectent pas les règles vis-à-vis du client, bien évidemment. Juste avant de donner la parole à Christelle, ce que tu évoquais, Michel, c'est le fameux PS2E, le fameux truc de 2013, le prestataire de services essentiels externalisés, hein, qui nous avait beaucoup bougé à l'époque, ce qui
ont pu me suivre, vous avez vu que je me suis beaucoup battu, parce qu'effectivement, ça devient la tarte à la crème. En gros, je ne prends pas le courtier parce que la CPR me dit que si je travaille avec lui, je vais devoir vérifier prestataire de services essentiels externalisés. Je veux juste dire ça parce que là, je veux renvoyer la balle un tout petit peu à la CPR en disant, voilà, ok, ça me paraît très bien, mais il faut aussi peut-être que ça ne soit pas une excuse de la part des banques pour ne pas travailler avec les courtiers. Pour répondre à votre question, c'est vrai que, et je rejoins ce que vous disiez par rapport à la représentativité, les associations en tant que telles, elles ne peuvent pas faire grand-chose, sauf si effectivement, à un moment donné, on est suffisamment représentatif pour aller discuter avec les autorités de tutelle et pouvoir faire bouger les choses. Mais on ne peut pas intervenir sur les banques, on ne peut pas agir sur le fait que la réglementation nous impose un nombre suffisant de propositions à présenter aux clients. Si on n'a pas assez de conventions, on ne peut pas y aller. Ça veut dire que ça nous oblige soit à aller dans des grands réseaux, on n'a pas forcément envie. Donc, effectivement, c'est les associations qui doivent vous représenter qui vont pouvoir ensuite aller pouvoir échanger et peut-être faire bouger les choses. Question délicate, vous me la posez souvent. En convention, je vous donne rendez-vous au mois de novembre à la Convention nationale de l'APIC. On en discutera, on va essayer d'inviter des gens qui pourront répondre à ces questions. La vocation, je vous l'ai toujours dit, de l'APIC n'est pas de faire le commerce à votre place. J'aimerais bien, hein. Mais pour l'instant, sa vocation, ça a été de permettre au métier d'être reconnu, d'être apprécié et d'être réglementé, c'est-à-dire institutionnalisé, comme c'est le cas aujourd'hui. Peut-être que l'étape suivante, ce sera avec cette obligation d'adhésion, une force nouvelle qui va se produire, qui nous permettra, avec des engagements réciproques vis-à-vis de la clientèle, de pouvoir à ce moment-là agir avec force sur le marché pour pouvoir, je dirais pas obliger les banques à nous mandater, mais dans tous les cas, trouver des solutions qui répondent vraiment à l'activité de chacun. Juste, je veux préciser et casser cette idée reçue consiste à penser qu'aujourd'hui, l'APIC, justement, serait peut-être un de ces acteurs, gros acteurs, qui voudraient s'approprier le marché avec les quelques autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a plein de petits acteurs à l'APIC. Malheureusement, on est trop petits encore pour pouvoir agir avec force, en représentativité. Je dirais un peu, c'est le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous nous demandez d'agir dans ce sens, mais venez adhérer tous, et à ce moment-là, on pourra commencer à construire ensemble justement le métier de demain, que ce soit celui du courtage, pour représenter pour la clientèle qui nous mandate vraiment l'offre de marché. Je pense qu'on est dans une phase, et il faut savoir ensemble traverser cette phase. Oui, juste deux remarques. La première sur cette volonté des banques de ne plus délivrer de conventions, je me demande dans quelle mesure c'est pas lié à ce fameux taux de l'usure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques n'ont plus les moyens, si elles veulent assurer leur responsabilité, de verser un commissionnement au courtier. Donc je me demande quel lien il y a entre les deux. Et on peut espérer, si tel est le cas, qu'avec la remontée des taux, quand elle interviendra, on pourra assister de nouveau à des conventions entre les courtiers et les banques. Et dernier mot avant une éventuelle question, le stand de la FIB est numéro 2 lorsque vous entrez à gauche. Voilà, vous avez des gens là-bas, la secrétaire et des administrateurs qui peuvent vous renseigner. Oui, enfin, si les taux remontent, il faudra attendre un petit peu avant que ce soit bien, parce qu'il y aura un effet ciseau entre-temps, hein, qui lui, par contre, risque d'être dramatique pour le consommateur. Je n'arrête pas de me battre sur ce sujet-là, au CCSF. Même les associations de consommateurs commencent à se dire que j'ai pas tort. C'est formidable. Hein. Je m'excuse, j'ai quelque chose qui m'a interloqué tout à l'heure sur. Vous avez, Mme Beaudemoulin, précisé que vous vérifiez que les IOBSP aujourd'hui informent le client des 3 offres nominatives. Qu'est-ce que vous entendez par nominative? Car aujourd'hui, lorsqu'on présente des offres, je suis d'accord qu'on doit présenter un nombre suffisant d'offres qui est interprété par 3 offres, mais pas forcément nominative. Nous, on considère que ce serait souhaitable, fortement souhaitable, que les noms des établissements soient donnés. Hein. Donc simplement,
On a vu des cas où, dans des contrôles, il n'y avait qu'une seule offre qui était présentée, alors que le courtier argumentait sur le fait qu'il était indépendant, donc il inférait l'idée qu'il travaillait avec plusieurs établissements. Et on a vu des cas où plusieurs offres étaient présentées, mais de manière anonyme, donc on ne sait pas d'où ça vient, quoi. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui pose problème de donner le nom de l'établissement avec qui vous voulez travailler. Alors, je suis désolé, je vais me permettre de répondre. Ce qui va être gênant, c'est qu'aujourd'hui, les établissements bancaires nous maintiennent les conventions par rapport à un taux de transformation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous envoyons au minimum pour un seul et même client 3 dossiers, donc à 3 établissements bancaires différents, bah forcément, il n'y en aura qu'un sur 3 qui va être retenu, parce qu'on ne va pas faire 3 fois un prêt immobilier. Et que si un établissement bancaire s'aperçoit que systématiquement, il n'est pas retenu car il n'a pas les conditions du moment, nos conventions vont tout simplement s'annuler. Donc, on nous demande, parce que nous sommes professionnels, de comparer ces offres par rapport aux éléments commerciaux qui nous le fournissent, en termes de conditions de taux et d'assurance, de comparer ces offres et de pouvoir présenter l'offre qui correspond aux attentes du client et à ses intérêts, mais pas forcément de dire Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Société Générale, parmi ces 3 offres-là, je ne vous présente que la Société Générale, par exemple, qui est la meilleure offre. Aujourd'hui, on présente les conditions sans forcément nommer les 2 autres établissements bancaires. On pourra en reparler, mais je remarque que quand vous évoquez le sujet, vous ne parlez pas énormément du client. Vous parlez de vos conditions, de la manière avec laquelle vous travaillez intérêts pour avec le client, l'établissement, mais le client, il a peut-être intérêt à avoir les offres, d'autant que certains courtiers se présentent comme travaillant avec plusieurs établissements. Ça dépend comment vous présentez aussi auprès du client. Est-ce que les intérêts du client et les attentes du client sont forcément l'attente du nom de la marque? C'est-à-dire que si aujourd'hui, qu'il laisse cette offre à l'établissement 1, 2 ou 3, est-ce que pour lui, il est important d'avoir des bonnes conditions d'assurance, des bonnes conditions en termes de taux, mais pas forcément connaître la couleur de la banque? Moi, je pense que le client peut avoir accès de manière transparente à l'information. C'est mon avis. Après, on pourra en discuter, mais c'est mon avis. On ne nous a jamais communiqué ce genre de choses. Alors, on parle d'autorégulation du courtage, je fais un petit retour en arrière, mais on est d'abord des associations de défense de nos intérêts. Et le but de l'association, je t'invite à nous rejoindre, je ne sais pas où tu adhères. Tu adhères? Pas encore. Parce que c'est exactement les sujets que nous traitons. Et donc je t'invite à venir participer à ces séquences, parce que bien évidemment, on a affaire à une réglementation, à des autorités qui sont quelquefois en surinterprétation des textes, en surréglementation. Et notre combat au quotidien avec nos juristes, puisque dans l'association, nous avons l'ensemble des juristes de nos établissements de courtage, nous nous battons avec la CPR, la Direction Générale du Trésor, pour leur faire comprendre qu'effectivement, il n'y a pas à présenter le nom des banques. Tu as entièrement raison. Il n'y a pas non plus à afficher l'ensemble des établissements bancaires, précisant l'ensemble des taux de rémunération et des plafonnements. Ce n'est pas indicatif dans la réglementation. Donc la surinterprétation des textes est une chose sur laquelle nous combattons pour éviter d'être asphyxiés par des obligations qui nous empêcheraient effectivement de défendre l'intérêt du consommateur, parce que ça, ce n'est pas de l'intérêt du consommateur. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire au moment où tu as posé la question. J'avais envie de dire chez qui tu adhères. Bon, sur explication des textes, en général, moi je parle de la surtransposition des directives. Parce que malheureusement, on a eu droit, pour ceux qui se rappellent de la directive MCD, Dieu sait si on s'est battu avec la pique comme des chiens, parce que la surtransposition devenait folle. Et c'était vraiment une surtransposition, même si la DG Trésor n'a jamais voulu le reconnaître. Enfin, on était vraiment dans le cadre d'une surtransposition qui mettait à mal énormément de consommateurs. Ce qui était terrible, c'est que la surtransposition, à force de vouloir réguler, eh ben, celui qui en pâtit, c'est finalement le consommateur. Regardez les seuils de l'usure aujourd'hui. La présidente de la convention AERAS est complètement effrayée parce que plus rien ne passe. Plus rien ne passe. Et la présidente de la convention AERAS, on ne parle pas là de je ne sais pas qui. Hein. Donc ça veut dire à un moment donné, on a un vrai souci.
Le vrai problème avec le seuil de l'usure, c'est que c'est législatif. Et on est obligé, si on veut changer quoi que ce soit dans ce seuil de l'usure, il va falloir que ça se passe devant les assemblées. Et là, le temps... Il y a des questions? D'autres? Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est, voilà, aujourd'hui, petit courtier en prêt, donc je viens de perdre une grosse convention. La vraie question aussi, c'est au-delà des taux bas qui sont pratiqués et effectivement qui dérangent un peu les banques, c'est en même temps de récupérer l'assurance emprunteur, de faire une proposition d'assurance emprunteur qui soit la meilleure pour le client, qui est généralement mieux placé que les assurances des banques, quoi qu'il en soit, à garantie égale, voire meilleure. Et moi, je suis une adepte de l'assurance emprunteur parce que j'estime que dans mon conseil, ça fait partie de mon conseil en plus de l'accompagnement du prêt. Et je pense que si j'ai perdu cette convention, c'est parce que voilà, j'avais mes assurances emprunteurs qui venaient les déranger, entre autres. Et quelque part, je me dis, mais nous courtiers, on doit respecter des règles strictes, mais c'est normal, ok, d'accord. Mais alors, les autres, là, les gros, là, les banquiers, là, ils sont mignons, mais ils font ce qu'ils veulent, quoi, et voilà. Donc, pour moi, c'est injuste, voilà. Mais voilà, je pense qu'il faudrait un petit peu surveiller, enfin, je sais pas, cette assurance emprunteur avec les banques, c'est quelque chose qui est pour moi absolument anormal. Alors eux, pour le coup, ils sont loin de respecter la réglementation qui est aussi de permettre aux clients, leurs futurs clients, d'obtenir les meilleures conditions. Voilà. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça va faire plaisir à la CPR. Tu as surtout parlé de l'intérêt du consommateur. Et effectivement, je te rejoins complètement, on le voit tous les jours dans nos métiers. On voit tous les jours des banquiers qui ne respectent absolument pas la réglementation et même qui l'écrivent. Moi, j'ai des documents que je suis tout à fait prêt à transmettre à la CPR où ils écrivent, si vous prenez l'assurance, le taux c'est 1%, si vous ne la prenez pas, c'est 50%. Il m'avait semblé que ce n'était pas autorisé, mais je ne suis pas sûr. Hein. Enfin voilà, donc effectivement, mais encore une fois, j'ai envie de dire, adhérez, venez faire remonter ça. Si on est plus fort, si on a beaucoup d'adhérents, on va peser tant sur les banques que sur effectivement le régulateur à qui on va pouvoir faire remonter des choses. Et le régulateur va pouvoir se rendre compte. Je vous rassure, le régulateur, il sait très bien ce qui se passe. Mais malheureusement, à un moment donné, il y a beaucoup de travail aussi. Il faut les comprendre. Moi, je me mets à leur place. Ce n'est pas facile de réguler. Je veux bien donner la parole encore un petit peu, mais il faut qu'on ait fini dans 5 minutes. Bonjour, tout d'abord merci à tous de votre présence. Je rassure la CPR sur notre métier, c'est notre passion. Je pense que c'est le cas pour bon nombre d'entre nous. On raisonne naturellement dans l'intérêt du client. On a une certaine sympathie avec les clients nous font confiance, ça nous fait plaisir et on se donne vraiment à fond pour eux. Aujourd'hui, je partage le sentiment d'injustice sur différents thèmes comme celui de l'assurance, mais sur un autre thème aussi, c'est la perte de temps sur de la non-productivité par rapport à toute cette réglementation qui nous pèse très lourdement. Maintenant, dans le flip de faire signer des mandats, de faire signer des confirmations de mandats, de faire signer des fiches conseils, on perd un temps fou à essayer de savoir si on est dans les clous. J'ai bien compris la présence des associations professionnelles ici, mais est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui est capable de nous donner des modèles de mandats, des confirmations de mandats, etc., avec tout ce qu'il faut mettre à l'intérieur pour être protégé en cas de contrôle? Si c'est juste ça, je vais vite adhérer à l'une d'entre elles. Mais c'est un contre-courant de ce que vous dites, madame. C'est-à-dire l'intérêt du client, c'est qu'on consacre du temps à lui et pas seulement sur toute cette gestion juridique. Deux réponses. La première sur l'assurance emprunteur, parce que c'est un sujet sur lequel on est très présent à la CPR. Donc je peux vous dire qu'on a fait une mesure de police administrative sur un établissement assez récemment. Hein, et on a encore des enquêtes sur place en cours dans plusieurs établissements de la place sur la fin de l'année. Donc c'est un thème de contrôle qui est récurrent à la CPR, sur lequel on est très investi.
On dialogue avec les pouvoirs publics sur ce sujet. Il y a des travaux du sénateur Bourquin qui se poursuivent. Il y a les travaux du CCSF aussi, sur lesquels on est aussi. Et nous, on a aussi, bien évidemment, nos travaux de contrôle sur place où on monitore aussi le marché grâce aux réclamations qu'on reçoit. Donc sur la déliaison, on est vraiment présent. Mais je suis d'accord avec vous, il y a vraiment des progrès à faire. Après, sur le sujet du fait qu'il y ait finalement trop d'administratifs, sûrement, certainement, dans le monde bancaire ou plus généralement dans le monde financier, suite à la crise des subprimes, il y a eu une croissance des réglementations. Et peut-être qu'à un moment, il y a trop de choses, trop de documentation, même trop granulaire donnée aux clients, au détriment de la lisibilité. Ça, c'est fort possible. Et je dois dire que d'une certaine manière, j'y souscris. Et je pense qu'il risque d'y avoir un mouvement de balancier dans l'autre sens. On parle de désurtransposition, on va parler bientôt sûrement de simplification parce qu'on essaye quand même que le client soit correctement informé et pas noyé sous un monceau d'informations. Donc moi, je suis personnellement assez en faveur de ce mouvement-là. Donc je vais laisser la parole aux associations sur le sujet des modèles de mandat. En ce qui nous concerne, nous délivrons chaque année, d'ailleurs il est sorti au mois de septembre, ce que nous appelons le livret de l'adhérent. Alors c'est un gros livret, puisqu'il fait 400 pages, mais il regroupe tous les métiers de l'intermédiation, c'est-à-dire du courtage d'assurance, du courtage IOB, du CIF, et y compris de la transaction immobilière. Et on y trouve tous les modèles et toutes les informations nécessaires. En ce qui nous concerne, c'est pareil, vous avez un espace privé sur notre site web où vous pouvez accéder à tout ce qu'on appelle le kit réglementaire. C'est un document que vous pouvez avoir en PDF ou en Word. Vous complétez simplement votre entité et en fait votre document est utilisable comme ça ou personnalisable à partir du moment où vous ne touchez pas au texte réglementaire. Mais en fait, c'est juste un document que vous allez chercher, que ce soit le document d'entrée en relation, la fiche connaissance client, le mandat de recherche de financement ou le rapport de mission ou confirmation mandat, peu importe comment on l'appelle, mais les 4 documents réglementaires, vous pouvez les avoir à votre disposition. Et donc, comme tout le monde l'a dit, nous sommes stand 18. Merci. Je confirme sur l'assurance emprunteur des travaux de la CPR qui sont très actifs sur le sujet pour essayer de faire plier la banque à respecter simplement les lois. Il a fallu quand même 4 lois, de Lagarde à Bourquin, 2 bientôt. Et on avait eu le député récemment au Salon du courtage, aux Journées du courtage, qui même invoquait encore ces difficultés à faire accepter ce système aux banques. Et la CPR est vraiment très, très active sur le sujet. Maintenant, j'ai le sentiment que les banquiers préfèrent payer, comme beaucoup, des amendes plutôt que de se plier à une perte de rentabilité. Alors, considérons la position du courtage comme étant, avec l'incidence de la baisse des taux, comme étant vraiment une remise en cause de notre modèle, en même temps que celui de la banque, sur la rentabilité des produits crédits immobiliers. Donc il nous faut nous adapter à cette situation. Battons-nous sur des vrais sujets ensemble pour effectivement trouver des équilibres économiques entre le fournisseur et le distributeur. C'est simplement ça. C'est à nous d'autoréguler notre marché. C'est aussi à nous de faire en sorte que ce commerce soit viable. Et pour répondre à ta question, c'est bien le premier but des associations que de vous décharger, parce qu'on l'a tous été à un moment ou à un autre de notre existence, petit courtier, de toutes ces démarches. Au départ, on n'a pas un juriste, on n'a pas un conseil, on n'a pas un avocat dans ces équipes. Et donc, il fallait effectivement fédérer nos moyens pour pouvoir intervenir et remplir les obligations réglementaires. Les mandats, les confirmations de mandats, tous les documents, toutes les obligations, les parcours clients, etc. On vous propose la médiation, on vous propose les services, on vous accompagne dans la mise en place de services de services après-vente, obligatoires aussi, de plein de clients, etc. Tout ça, c'est pour vous permettre de vous concentrer sur le commerce en vous disant, moi, je profite de leur expérience, de leur savoir-faire pour éviter de me reposer la question et surtout d'être en anticipation de toute la réglementation qui sort tous les jours. Il y a des textes qui doivent être lus tous les jours pour voir si ça ne nous concerne pas, si demain on ne va pas être impacté par telle nouvelle décision ou autre. Ça, c'est notre boulot aux associations. Donc encore une fois, adhérez et vous nous aiderez à faire évoluer encore ce métier. Voilà, il me revient la lourde tâche de clôturer cette réunion. Je vous remercie de votre attention tous. Et bien entendu, on n'est pas très loin. Vous avez entendu, il y a des stands. Moi, je me promène. Voilà, donc vous pouvez... Et puis, merci Nathalie d'être venue prendre un peu de temps pour nous informer.